arrivée à Sorbonne Université en tant que maîtresse de conférence où tu es depuis. Ce qui nous permet de tranquillement basculer vers la seconde partie de l'émission et donc de passer un peu plus de temps sur ton métier de chercheuse. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est sur tes thématiques de recherche. Et donc peut-être que là, naturellement, tu vas nous expliquer les liens avec l'actuariat qui ont dû apparaître avec ce poste. C'est ça. Donc du coup, quand je suis arrivée, l'idée du poste que j'ai eu était, parce que en fait, une fois qu'on a le poste, on peut faire un peu ce qu'on veut, était que je sois un peu un soutien à la fois en enseignement et côté recherche à ce qu'on appelle l'ISUP, donc qui est l'Institut statistique de l'Université de Paris. Alors, de l'Université de Paris, parce qu'en fait, l'ISUP a plus de 100 ans, enfin 101 maintenant. Ça a été fondé en 1922 par Émile Borel, donc ça remonte. Et à l'époque, il y avait une université qui s'appelait l'Université de Paris. Et donc, en fait, on va dire la grosse. Donc, ça marche un peu comme une école d'ingénieur. C'est pas une école d'ingénieur, mais il y a une première année qui est au niveau L3. Et ensuite, il y a 2 filières. Okay. Et donc, j'arrive sur ce truc actuariat que je ne connaissais pas du tout. et donc, je devais un peu soutenir. En tout cas, en fait, il n'y a pas de recherche à l'ISUP. C'est un département de formation, mais on peut adosser de la recherche quand même avec l'ISUP et de l'enseignement. Et donc, je vais voir le directeur de l'ISUP, qui était donc Olivier Lopez, qui m'avait parlé de l'actuariat quand on était à Marseille. Et qui me parle de ce cours d'assurance non-vie. Et alors là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Je suis incapable de faire ça. Donc, l'actuariat, en fait, c'est... les actuaires, c'est des ingénieurs, c'est des spécialistes de la gestion du risque, avec cette notion économique, finance... et assurantiel, en gros, et impact sociétal. Donc, les actuaires travaillent majoritairement en assurance, mais pas forcément. Il y en a dans les banques, il y en a aussi dans tout ce qui est le conseil et qui guide les compagnies d'assurance. Il y a des académiques, j'en suis un exemple parfait, parfait, je suis académique et actuaire, c'est ce que je veux dire. Et donc, voilà. Mais en fait, c'est des gens... la profession, elle est organisée autour de ce qu'on appelle l'Institut des actuaires. À l'échelle française, après, il y a le niveau européen, donc il y a l'association européenne et l'association internationale. Et en fait, cette association-là, c'est une association reconnue d'utilité publique. Donc, les gens confondent souvent assureurs et actuaires. C'est pas exactement la même chose. Les assureurs, c'est ceux qui travaillent dans les compagnies d'assurance. Les actuaires, ils ont cette notion de quantifier, gérer, prédire les risques. Donc évidemment, en fait, moi, quand j'avais ma théorie des valeurs extrêmes et mes travaux à l'époque en épidémiologie, j'étais en plein dedans. J'étais déjà dans la gestion des risques extrêmes. Oui, absolument. Et donc ils font pas que ça, on gère aussi c'est aussi par exemple savoir quand une personne vient souscrire à un contrat d'assurance auto, en général la personne qu'on a au téléphone pose des questions, c'est quelle voiture, vous avez depuis quand vous avez votre permis, vous habitez où, vous avez quelle voiture, etc. Vous conduisez combien de kilomètres et donc en fait avec ça on arrive, le but est de prédire combien cette personne-là va coûter à l'assurance. C'est comme ça qu'on calcule la prime d'assurance. Et donc ça, c'est les parties basiques. Donc ça, c'est tout le temps des actuaires qui font cette partie-là Alors, les actuaires, du coup, ils font... Alors, il y a énormément de métiers dans l'actuariat. Oui. Il y a des gens qui font des produits d'assurance, donc qui créent les produits d'assurance. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du provisionnement. Donc c'est l'assurance, il faut qu'elle mette de l'argent de côté comme des écureuils pour être capable de pouvoir payer quand les gens ont des sinistres. Donc il y a des actuaires qui font du provisionnement, il y a des actuaires qui font de la réassurance, donc ça c'est les assureurs des assureurs. Donc il y a plein de niveaux différents, mais donc en fait les actuaires, leur but c'est de proposer des modèles et d'implémenter des modèles et de trouver des méthodes pour être capable de gérer les risques. Et donc il y a des risques qu'on connaît régulièrement comme les risques auto, comme les risques inondations dans les maisons, les risques incendies. Tout ça, c'est des trucs assez classiques. On a cette habitude-là. Bien que ces risques-là peuvent évoluer. Par exemple, dans le risque auto, il commence à y avoir des problèmes avec les véhicules autonomes. Qui est responsable ? Comment on gère ça ? Et puis, il y a les nouveaux risques qui commencent à arriver. Donc, avec le changement climatique... Je dis quand même nouveaux risques parce qu'ils évoluent beaucoup. On voit bien, tous les étés, les orages sont de plus en plus forts, il y a de plus en plus de tempêtes de vent, il y a la sécheresse qui commence au mois de février. Donc tout ça, ça fait partie des nouveaux risques. Il y a le risque cyber.
Donc les attaques cyber, le risque d'une cyberpandémie. Le Covid était aussi un risque sanitaire qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Donc tout ça, ça engendre des problèmes de nouvelles méthodes. Et donc ça, on pourra peut-être en parler un peu plus dans la partie carte blanche. Mais les actuaires doivent aussi se poser cette question-là. Et ça, dans les assurances, c'est plutôt en effet les actuaires qui vont poser ces questions-là. Ok. Et donc moi j'étais en plein dedans, et notamment ce cours d'assurance non-vie. Alors là j'ai parlé de non-vie avec l'auto, donc l'assurance non-vie c'est tout ce qui ne touche pas à la vie. Après il y a les contrats d'assurance vie que tout le monde connaît par exemple. Il y a les contrats de dépendance aussi pour les personnes qui deviennent plus autonomes, etc. Donc il y a plein de... Et voilà, et tout ça dans un contrat de vie, dans un contrat d'assurance vie, et le but est d'essayer de prédire ou de savoir combien de temps la personne va vivre et quand est-ce qu'on va devoir verser l'argent de l'assurance vie, parce qu'évidemment il n'est pas sous un lit en train d'attendre pour être payé. Donc tout ça c'est de la gestion, et il y a de l'estimation, de la prédiction, et ça fait partie. Donc il y a une partie qui est plus probabilité mathématique financière, et il y a une partie qui est plus statistique, et l'assurance vie c'est assez statistique. Et finalement moi du coup je suis arrivée dans ce monde-là en enseignant ce cours d'assurance non-vie. C'est un bon cours justement pour en fait se rendre compte que c'est ces modèles mathématiques et statistiques que je connaissais très bien. C'est une porte d'entrée qui t'a permis de faire, juste mis à la sauce assurantielle en fait. Et du coup pour être sûr de bien comprendre, ce poste était fléché actuaire, mais du coup plutôt pour l'enseignement, en fait, pas pour la recherche. Ouais, en fait il était fléché purement statistique, il voulait pas fermer, mais le but était de proposer à la personne qui arrivait une ouverture vers ce monde de l'actuariat. Mais dans sa recherche ou dans ses enseignements ? Les deux. Ouais. Et je me suis engouffrée dans la brèche. Oui, et ça t'a plu Ouais, justement, là, je pense que là, j'ai trouvé ce côté impact sociétal. Parce que, après, moi, ce qui a été un peu difficile après ma thèse, en arrivant, c'est déjà mon sujet de postdoc qu'il fallait que je le continue. Et sauf que je suis arrivée et j'étais maître de conférence, j'avais des nouveaux cours à monter. Donc c'était compliqué parce que mon chef de postdoc, je pense qu'il comprenait pas forcément, ou en tout cas il ne savait juste pas. Mais c'était mon sujet, donc c'était moi qui travaillais dessus, c'était moi qui codais, qui implémentais les modèles, mais j'avais pas le temps en fait d'avancer dessus. Et donc j'ai eu un peu un creux de la vague qui a été compliqué à ce moment-là. Et psychologiquement, pour moi, ça a été assez difficile. J'arrivais pas à avancer en recherche en fait. J'ai jamais lâché la recherche, mais ça se concrétisait pas. Et en fait, mon premier article qui est sorti après, c'est un article de recherche actuarielle sur le risque cyber, justement. Donc j'ai vraiment j'ai vraiment mis mes pieds et j'ai sauté à pieds joints dans l'actuariat, et j'ai commencé justement Olivier Lopez m'a beaucoup introduit à cet univers d'un point de vue recherche, d'un point de vue enseignement, mais du coup j'allais aussi parce qu'en fait il avait quand même dans l'idée que je l'aide dans le master actuariat, et du coup j'allais à des réunions à l'Institut des actuaires, donc je commençais en fait à m'intégrer dans cette association. Et assez rapidement, en fait, donc pour passer actuaire, le terme actuaire n'est pas protégé, donc tout le monde peut se dire actuaire. Ouais, c'est pas comme les notaires par exemple, ou les médecins, où il y a un ordre. D'accord. Pour des raisons, je sais pas exactement lesquelles, historiques en fait. L'Institut des actuaires n'est pas un ordre, c'est une association, donc c'est pas protégé. D'accord. Mais par contre, on peut être actuaire, reconnu par l'Institut des actuaires, et donc être membre de l'association. Et pour ça, il faut avoir fait une des filières, donc une des formations qui sont reconnues par l'Institut des actuaires, dont l'ISUP. Mais moi, je n'ai pas fait ces études-là. Mais il y a une autre façon d'entrer qui est par la commission scientifique. Oui. Donc en fait, si on a suffisamment œuvré pour le mouvement actuariel, la commission peut juger qu'en fait, on a un apport et qu'on va contribuer en fait à l'association. Parce que donc dans l'association, il y a des commissions techniques. Donc, par exemple, il y a une commission innovation, donc qui travaille justement sur comment faire évoluer les méthodes. Et la commission a plusieurs groupes de travail. Et donc, j'ai fait par exemple partie du groupe de travail changement climatique, du groupe de travail santé, du groupe de travail big data. Et là, par exemple, je suis très impliquée parce que je suis co-responsable d'un groupe de travail qui s'appelle Anticiper en univers incertain. Donc ça, je pense qu'on y reviendra dans la partie carte blanche. Mais donc c'est ça aussi œuvrer pour le mouvement actuariel, c'est mes articles de recherche, c'est proposer des webinaires, faire des ateliers au congrès des actuaires. Et donc j'ai déposé un dossier et j'ai été admise en 2018 à l'Institut des actuaires, donc au début en tant que membre associé,
Après, on évolue, je suis passée membre qualifié, puis on cumule ce qu'on appelle des points de perfectionnement parce qu'on doit tout le temps continuer à se former, puisqu'en fait, ça évolue tout le temps. Et donc, je suis du coup membre certifié de l'Institut des actuaires. Et donc, ça fait de toi une actuaire ou pas? Donc, ça fait de moi une actuaire. D'accord. C'est pour ça que je disais que j'étais donc une des actuaires académiques, on n'est pas beaucoup, hein. Mais c'est vrai. Et donc, il y a aussi une volonté justement de l'Institut de vraiment pousser la recherche. En fait, ça marche, mais j'y reviendrai sur la partie carte blanche. Ça marche. Moi, j'ai besoin des professionnels de l'assurance pour savoir les difficultés qu'ils rencontrent. Et eux, ils ont besoin de nous pour éventuellement pouvoir même simplement encadrer une thèse sur un sujet donné. Ok. Donc, du coup, on va revenir à des aspects plutôt pratiques. Donc, question classique. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées? Ouais, alors moi souvent j'ai une réponse quand on me demande c'est quoi le métier d'enseignant-chercheur, je réponds, je pense que ça plaît pas aux gens, je réponds toujours qu'il y a autant de métiers d'enseignant-chercheur qu'il y a d'enseignant-chercheur. Je pense que, en fait, c'est un métier où on peut en faire un peu ce qu'on veut. Concrètement, la vraie obligation qu'on a, c'est nos 192 heures d'enseignement. Même dans ces 192 heures d'enseignement, il y a plein de façons de les faire. Moi, par exemple, j'ai très rapidement, déjà par mon cours d'assurance non-vie, j'en ai fait une espèce de MOOC. Donc j'ai des vidéos en fait de ce cours-là, et du coup je fais de la classe inversée. C'est les étudiants qui représentent, ils ont le poly. Moi, je fais plein de projets dans mes cours parce que justement, j'enseigne à des personnes qui vont être très vite mises dans le monde du travail. Et d'ailleurs, ils font une alternance en M2, donc très rapidement, ils sont mis dans le monde. Donc, j'ai fait des projets tout le temps. Je veux qu'ils se rendent compte qu'en effet, les données, en fait, elles sont pas propres, que ça marche pas si bien que ça. Et je me souviens, à la remise des diplômes de l'ISUP, il y a le parrain de cette promo-là qui avait dit, vous allez voir, quand vous arrivez en entreprise, après, en fait, les modèles, ils marchent pas si bien. Et j'ai dit, oui, bon, en 30 ans, on a évolué quand même maintenant. On fait faire des projets, ça marche pas si bien que ça. J'aime bien enseigner à des plus jeunes. C'est pas du tout le même rapport aux étudiants. Moi, à l'ISUP, c'est quand même des petites promos, donc je les connais très bien. J'ai pris la responsabilité du M1 actuariat, donc c'est pareil, j'ai pu réfléchir à comment faire évoluer la maquette, quel cours peut être important, comme justement avec la discussion à l'Institut des actuaires, je vois comment le métier évolue. Du coup, il faudrait peut-être mettre un cours par exemple sur la durabilité, il faudrait mettre un cours sur le cyber, il faudrait... Donc tout ça, en fait, en faire venir des confs métiers. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. C'est pareil, j'ai fait beaucoup d'interventions dans les classes en primaire. Est-ce que ça fait partie de mon métier? C'est pas écrit, j'ai pas une fiche de poste où c'est écrit faire de la vulgarisation, intervenir dans des écoles, mais c'est quelque chose qui me plaît, c'est comme la journée qu'on a organisée ensemble. Voilà, est-ce que ça fait partie de notre métier? En fait, si on le veut, oui, si on n'a pas envie, non. Et c'est ça que je trouve super. Et dans la recherche, c'est pareil. Il y a des gens qui font une recherche pure théorique sans se poser forcément la question de l'impact sociétal. Il y a des gens qui ont besoin que de l'impact sociétal. Il y a des gens qui vont faire le lien entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont prendre justement la théorie que les gens ont développée sans avoir forcément une arrière-pensée d'application derrière et qui vont faire le lien avec l'impact sociétal. Moi, j'aime tout ça, en fait. C'est ça que je trouve dans le métier d'enseignant-chercheur. J'ai du mal à décrire une journée parce que mes journées, elles sont rocambolesques, j'avoue. On a tous une grosse part, une partie d'entre nous, on a une grosse part de charge administrative. C'est vrai que les mails nous prennent un certain temps incroyable. Je vais avoir des réunions, par exemple, sur le développement de la mineure intelligence artificielle dans les autres disciplines que les maths. Donc, je fais, en fait, trop de choses différentes pour arriver à donner une journée typique. Entre les moments où je vois mes doctorants, qui est le moment où je peux enfin faire de la recherche. Mais voilà, c'est le métier d'enseignant-chercheur, je pense qu'il est très difficile à expliquer. Surtout qu'en plus... en fait, la plupart d'entre nous, on va au travail tous les jours ou on télétravaille tous les jours, un peu comme tout le monde, alors qu'on n'a aucune obligation. Et je sais que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais comment t'arrives à te motiver ?» Et je suis incapable d'expliquer parce que c'est tellement naturel. Parce que tu fais ce que t'aimes, tout simplement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on aime notre métier. Et puis, justement, en fait, on n'a pas vraiment de patron. Et je pense qu'on se met notre pression tout seul. Exactement. Et je pense que c'est le syndrome aussi de l'imposteur qui fait qu'on avance dans notre to-do list et que... je pense que c'est notre pression à nous-mêmes et qu'on se dit, j'ai pas le choix, il faut que j'avance.
Alors qu'en fait, si, on a souvent le choix, hein, à part si on a un cours le lundi matin et que le vendredi, on l'a pas préparé. Mais en fait, la plupart des choses auxquelles on a dit oui, on aurait pu dire non. Absolument. Oui, mais en fait, je pense que, comme je réponds souvent, c'est déjà une réponse de dire que il n'y a pas de journée type ou que ça se décrit pas. Ça fait partie de la description du métier, de dire que chacun en fait un peu ce qu'il en veut. Exactement. Et c'est la richesse et la beauté du métier. Exactement. Dans toutes ces choses que tu viens de nous décrire, quelle est la partie où tu prends le plus de plaisir ? En fait, ce que j'aime dans mon métier d'enseignant-chercheur, et ça revient dans plusieurs trucs, c'est me poser la question de comment retransmettre ce que je fais. Donc, que ce soit dans un cours, que ce soit dans un exposé, que ce soit justement quand je travaille avec des chercheurs qui sont pas de ma discipline. Et je me suis rendu compte, en fait, franchement, c'était il y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, dans mes articles aussi. Et parce que en fait c'est ça finalement, ok, le chercheur, on fait de la recherche, on avance sur nos trucs, mais à un moment donné ce qui est important, la suite, c'est la retranscription, c'est transmettre ce qu'on a fait. Et en fait c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut vraiment réussir à trouver les mots pour expliquer, même voilà, quand on écrit un article pour des spécialistes, en fait nous ça fait 1, 2 ou 3 ans ou parfois plus longtemps on travaille sur un article. Et donc tout le cheminement que nous on a fait dans notre tête, il est pas simple à juste mettre dans une petite histoire. Surtout qu'en plus, en général, c'est pas dans le sens du cheminement qu'on le réexplique. Ça, c'est quelque chose qui je trouve très perturbant. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, en fait, ça, je pense que c'est ce que je préfère. Et même quand on fait la vulgarisation, intervenir quand on a fait la journée filles, quand je suis dans les écoles, quand j'ai fait l'exposé Math Park où j'ai présenté J'adore me poser la question, en fait, de comment je vais retranscrire ces choses-là. Et du coup, au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans ce métier ? Ce que j'aime vraiment moins... Alors, je pense que je déteste créer un sujet d'examen. Vraiment, c'est un truc... j'ai toujours peur de mettre un truc qui, en fait, se passe pas bien du tout. Ça va pas passer, c'est pas facile. Corriger les copies, c'est quand même un peu barbare. Et après, comme je fais beaucoup de projets, parfois je mets des soutenances et parfois je leur demande des rapports. Relire les rapports et les corriger, c'est long. Et c'est pareil, donc pour entrer à l'Institut des actuaires, ils doivent rédiger un mémoire d'actuariat qui est en gros une thèse professionnelle, donc c'est plus qu'un mémoire de M2. Il faut les relire. Ça fait une centaine de pages. Voilà. Effectivement. J'avoue que ça, c'est un peu chronophage. Voilà, ça c'est vraiment les parties que j'aime pas beaucoup. Ouais. Ok, et j'aime bien que les gens arrivent à se visualiser un petit peu ce qu'on fait. Est-ce que tu travailles au papier, à l'ordinateur, au tableau Alors moi, quand j'ai besoin de faire des calculs, c'est papier. À un moment donné, je pense qu'on doit être beaucoup à répondre ça. Ça dépend, il y en a qui aiment bien faire au tableau directement. Moi au tableau directement, je trouve que les tableaux sont trop petits, en fait, donc ça va vite, on n'a pas forcément la place. Mais par exemple, si je travaille soit avec un co-auteur, soit avec mes doctorants, le tableau vient vite. Donc je trouve qu'en réunion, un tableau est pratique. Si moi-même j'ai besoin de refaire des calculs, de vérifier ou de même faire un calcul, moi je prends une feuille de brouillon et un crayon à papier. Après, par exemple, j'ai un iPad et j'essaye souvent. Alors soit mon calcul y passe et je l'écris tout de suite, je le transforme donc en LaTeX pour tout repasser, pour avoir une trace écrite et qui se perd pas. Soit si je suis pas sûre, j'écris la version manuscrite sur un iPad. À un moment donné, j'avais des cahiers, mais en fait, c'était trop lourd, je savais jamais où il était. Donc là, au moins, j'ai l'iPad, tout est synchronisé avec l'ordinateur, donc j'ai tout ce qu'il faut. Et après, j'ai quand même, moi, comme avec la partie appliquée, j'ai une vraie partie code. Je me présente pas une as du code. Voilà, je joue avec mes données et avec mes modèles. Et donc, évidemment, j'ai besoin de mon ordinateur. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que quand je t'ai demandé de décrire à quoi ressemblent tes journées, je crois que tu es une des premières seules invitées à avoir commencé en passant beaucoup de temps sur ta partie enseignement-diffusion et ensuite avoir parlé de la recherche. Donc, bon, je pense qu'on a senti dans cet entretien que c'est vraiment important pour toi. Donc, qu'est-ce que tu penses de la dualité de notre métier ? Le fait que vraiment il soit double, enseignant-chercheur. Moi, je pense que c'est enseignant-chercheur. Pour moi, alors, je dis ça, j'enseigne exclusivement en master.
Mais pour moi, les deux se parlent. C'est-à-dire que j'ai intégré des trucs dans ma recherche parce que déjà, je suis venue à l'actuariat, qui fait partie maintenant intégrante de ma recherche, grâce à l'enseignement. C'est-à-dire parce que j'avais ce cours d'assurance non-vie et que j'encadrais les mémoires actuariat. Et puis que en fait, parce que la responsabilité du M1 actuariat faisait partie de mon enseignement, je suis arrivée à l'actuariat comme ça, qui maintenant fait partie de... Et même, j'ai des modèles mathématiques que je connaissais pas que je connaissais mais que j'avais pas approfondi, que j'ai approfondi grâce à l'enseignement et que j'ai complètement appliqué dans ma recherche. Et inversement, par exemple, l'an dernier, j'ai récupéré un cours de théorie des valeurs extrêmes que j'enseigne maintenant. Donc, ma recherche vient au service de mon enseignement. Et ça, c'est pareil, je fais encore des allers-retours entre les deux. Donc, moi, j'ai pas ma recherche qui m'intéresse. Et puis, à côté, je fais des cours parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse des cours et que je coche mon nombre d'heures. Moi, les deux se parlent. Voilà. Après, encore une fois, comme j'enseigne en master, le niveau des étudiants fait que c'est pas si loin que ça entre ma recherche et l'enseignement. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le master, c'est particulier. Donc, en M1, on fait encore un petit peu des cours un peu généraux, on va dire. Mais en M2, il arrive souvent que les enseignants-chercheurs enseignent même presque leur recherche actuelle. Parce qu'en fait, au niveau M2, ça commence à devenir de plus en plus dur. Et donc, d'être capable d'enseigner à des gens des choses aussi pointues, il faut être un peu du domaine de recherche, sinon ça devient vraiment impossible. Donc voilà, c'est pour ça aussi que... Mais du coup, moi, je vois vraiment les deux l'un avec l'autre. Oui, c'est complémentaire et c'est une entité seule, en fait. Pour toi, il n'y a pas de double entité. Ok. Donc, ça, c'était pour la partie enseignement. Pour finir sur la partie recherche, est-ce que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup en collaboration? Et si oui, comment est-ce que tu les as noués en général? Moi, je travaille beaucoup en collaboration. Par exemple, voilà, j'ai pas signé d'article seul. Ce que je considère... Alors, je dis pas qu'il faut pas écrire des articles seuls, hein, mais moi, ce que j'aime bien dans la recherche, justement, c'est cette interaction avec les gens et chacun apporte une pierre à l'édifice. Et il y a souvent une personne qui va balancer plein d'idées. Il y a les trois quarts qui marchent pas, mais il faut bien que quelqu'un donne des idées. Il y a la personne qui va justement tester les idées et se dire ça passe pas, ou quelqu'un qui va la tester vaguement et puis l'autre qui va vérifier chaque étape en se disant non mais attends, il y a un problème là, ça marche pas. Il y a la personne qui raconte l'histoire vraiment pour que l'article y passe, parce qu'encore une fois, comme on disait, si l'article est pas bien rédigé, on va pas comprendre. Et donc, alors il y a des gens qui font plusieurs bouts de ces trucs-là, mais moi j'aime bien justement cette collaboration avec les gens. Ok. Et donc pour finir sur cette section, avant de passer à ta carte blanche, donc depuis très récemment, tu es directrice de l'ISUP, depuis septembre, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce rôle? Donc l'ISUP, comme j'ai dit, c'est l'Institut statistique de l'Université de Paris. Donc c'est vraiment... En fait, c'est à l'époque, parce que donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a 100 ans, c'était la seule école stat, en fait. Bon, après, il y a l'ENSAE, l'ENSAI, il y a plein d'écoles, mais c'est vraiment au sein de l'université, en fait. Donc, ça fonctionne au format école, mais c'est pas ça n'a pas le label grande école. C'est un département de formation au sein du département de maths. Donc, en fait, c'est vraiment... Et en fait, la grosse partie de l'ISUP, c'est l'actuariat. Donc, il y a une autre filière, donc ingénierie, data science. Donc, l'ISUP, c'est vraiment, c'est la statistique. Et donc voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cette responsabilité-là, c'est vraiment d'essayer de monter les formations. Elles sont déjà montées, mais c'est de les faire évoluer. Avec les enjeux sociétals qui évoluent beaucoup, de continuer. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la partie recherche et enseignement. Il faut faire évoluer les formations avec les innovations. On est obligé d'intégrer de l'intelligence artificielle dans les formations, même si c'est pas ma spécialité de recherche. Mais donc ça veut dire aussi que dans une responsabilité comme celle-là, je suis obligée de m'ouvrir. Ok, bon, super, ça fait des beaux challenges, comme tu dis, pour l'année à venir, pour les années à venir. Et ben super, ça permet de bien conclure ta partie sur ta vie de chercheuse actuelle, d'enseignante-chercheuse. Je remets le mot enseignante-chercheuse parce que tu as bien insisté sur ce point. Et donc, on va tranquillement passer sur ta carte blanche qu'on a
à mon avis, déjà un petit peu il y a plein de trucs à dire encore. Alors, vas-y, on t'écoute. De quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Je voulais parler en tout cas, de la pluridisciplinarité, qui est pour moi... En fait, c'est une force pour moi incroyable que j'ai découvert grâce à ma recherche, et je dois le dire grâce à l'actuariat. Je pense que c'est aussi ça qui m'a poussée là-dedans. Toutes mes collaborations pluridisciplinaires ne sont pas liées nécessairement à l'actuariat, mais je pense que l'actuariat m'a donné l'appétence pour ça, ou en tout cas a continué à développer mon appétence pour ça, et m'a aussi montré que ça avait son importance. Donc ça, c'est vraiment un truc pour moi qui est très important. Et en fait, je tenais à en parler parce que je pense que c'est parfois pas assez valorisé. Alors, c'est de moins en moins vrai, je pense que ça évolue et c'est très bien. Mais notamment quand j'étais en thèse, on disait quand même que les papiers appliqués, et donc qui ont vraiment soit des papiers... Parce que les gens confondent un peu les papiers appliqués et les papiers dans lesquels on a développé un modèle mathématique avec de la théorie, et au bout, on utilise des données réelles pour montrer comment ça marche. C'est pas ça que moi j'appelle un article appliqué. Un article appliqué, c'est quelqu'un d'une autre discipline qui vient avec un problème et qu'on tente de résoudre avec des modèles mathématiques. Et souvent, c'est pas valorisé parce que dans la communauté mathématique, parce que les gens considèrent que en fait on a juste pris un modèle et qu'on l'a appliqué sur des données. Je pense que toute personne qui sont vraiment confrontées à des données réelles et à cette pluridisciplinarité là va tout de suite démentir le fait que c'est facile, pour plusieurs raisons. D'une, en fait chaque domaine a ses spécificités. Et j'ai même envie de dire, c'est plus que ça. Chaque problème a ses spécificités. C'est-à-dire que même en géologie, par exemple, c'est pas tous les problèmes de géologie vont pas se résoudre avec la même, ils ont pas tous les mêmes spécificités et ils ont tous leurs difficultés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut comprendre le domaine, pour pouvoir arriver à se dire, OK, avec quel modèle mathématique je vais résoudre ce problème-là. Et donc, parfois, le problème, les personnes vont venir et une régression linéaire toute simple va permettre de résoudre la question. Et à la limite, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais du coup, c'est de l'ingénierie. Bah, ça dépend, en fait. C'est ça, la limite. Et en plus, c'est de l'ingénierie. Heureusement qu'on a des ingénieurs de recherche, déjà. Mais les ingénieurs de recherche, ils font de la recherche et ils discutent avec des enseignants-chercheurs aussi. Donc, parfois, dans un projet pluridisciplinaire, il y a plusieurs personnes. Et donc, il faut tous ces interlocuteurs-là. Et c'est vraiment... c'est ça qui est riche. Et donc, par exemple, si je prends au moment du Covid, il y a eu un appel à projet côté maths sur... justement, sur des sujets avec le Covid. Et en fait... Avec Olivier, on a vraiment une réflexion de se dire, nous, en fait, on n'est pas épidémiologistes, et donc on ne sait pas les difficultés qu'ils ont dans les modélisations. Et donc, ce qu'on a fait, c'est aller poser des questions aux épidémiologistes que je connaissais, en disant, est-ce que vous avez besoin de nous ? Parce qu'en fait, s'ils nous disent, en fait, nous, on arrive à faire tourner nos modèles, OK. On va pas s'amuser à inventer un problème qu'ils n'auraient pas. Donc, du coup... et pour moi, c'est vraiment ce truc-là qui doit être fait tout le temps. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il faut un minimum de connaissances. Alors, j'allais dire, je vais parler vraiment cash actuaria, mais du risque que je suis en train de considérer dans mon cas. Mais en fait, c'est du domaine ou de la discipline qu'on est en train de regarder et du problème qui est posé à ce moment-là. Et moi, par exemple, j'ai déjà assisté à une réunion où des médecins sont venus en nous disant « On a plein de données, on s'est dit que ça devrait vous intéresser ». Ma réponse a été, oui, d'accord, mais c'est quoi votre question ? Oui. Quel est le problème ? On sait pas. D'accord, mais moi, dans ces cas-là, j'ai rien à faire. En fait, il faut que ça vienne avec une difficulté. Il faut qu'il vienne avec une question. Sinon, je vois pas trop pourquoi je vais regarder quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Et ensuite, il y a les difficultés, c'est que les données, elles sont comme elles sont. Et donc, il faut toujours un peu adapter le modèle aux données. Ça marche pas si bien que ça. Donc, il faut adapter, peut-être simplifier le modèle. Parce qu'en fait, il y a tellement une multitude de modèles qui existent. Comment je sais que j'ai choisi le meilleur ? En fait, la réponse est simple. On ne sait pas. Et on fait du mieux qu'on peut. Et ça veut pas dire que quelqu'un à côté aurait pas pu prendre un autre modèle qui aurait aussi donné quelque chose de très bien. Ceci dit, c'est aussi ça qui est compliqué dans le dialogue avec les autres. C'est que
En fait, je pense qu'en plus, les personnes qui font pas forcément des maths, donc c'est pareil, il y a des niveaux de gens qui font des maths ou pas dans les autres disciplines. Il y en a qui ont jamais touché des maths, par exemple. Mais en fait, ils ont un peu cette idée que dans les maths, c'est noir ou blanc et 0 ou 1, c'est vrai ou faux. Et sauf quand on arrive sur les données réelles, rien n'est plus comme ça. En particulier en statistique, ça perturbe beaucoup les étudiants d'ailleurs. Et je peux plus dire oui, c'est vrai, non. Enfin, voilà, je peux juste dire ça, on n'a pas le droit de l'appliquer comme ça marche pas. Je peux dire non, l'interprétation comme ça, elle est fausse. Par contre, du coup, parfois, je peux pas tout à fait répondre à leurs questions. Parfois, voilà, ils me disent alors du coup, je peux utiliser ça comme ça. Non, je mettrai pas ma main à couper sur le truc. Et je dis souvent aux étudiants, je suis contente que c'est pas moi le décideur. Oui. Parce que c'est quand même très difficile. Ouais, et comment je sais? Je change un peu les données, je change tout, ou pas d'ailleurs, mais on le sait pas, c'est ça qui est compliqué. Donc après, voilà, et donc aussi, un des buts des maths et quand on fait de la modélisation, c'est d'essayer d'aller chercher, d'être certain le plus possible. Mais souvent, moi, je considère qu'on va plutôt leur donner des clés et qu'en effet, il faut tester plusieurs choses et qu'à force, on va peut-être faire grandir leur connaissance à eux, qui eux, avec leur expertise, vont pouvoir prendre une décision. Mais on va pas leur dire avec un modèle oui ou non. Ça marchera. Enfin, moi, en tout cas, en statistique là, comme ça, on peut les aider, mais en tout cas, la réponse à une question purement d'une autre discipline, enfin, voilà, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague de Covid? Je peux pas répondre. Mais même avec des maths, on n'y arrivera pas. On peut donner des probabilités et même, voilà, cette probabilité, il faut arriver à avoir une notion de à quel point j'ai confiance dans cette estimation-là. Absolument. Et comme je dis aux étudiants, vous avez besoin de la théorie pour ça. Donc on a besoin de cette théorie. Donc ça, moi, c'est voilà, c'est pour ça que je pense qu'en fait, il faut quand même. Et après, ce qui est dur, c'est expliquer les modèles qu'on a faits et trouver l'interprétation pour les autres chercheurs dans les autres disciplines. Et il faut ensuite arriver à écrire des articles. Et les codes ne sont pas les mêmes d'une discipline à une autre. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple, en épidémiologie, on a eu beaucoup de mal à faire passer l'article avec la théorie des valeurs extrêmes, même si en théorie des valeurs extrêmes, on n'a rien inventé de nouveau. Mais par contre, d'essayer de faire comprendre à des chercheurs en épidémiologie qui ont des réflexes que non, là, oui, on a fait des hypothèses comme ça, mais que ces hypothèses-là, elles sont pas très graves, parfois, ils campent un peu sur leur position. Et donc, il faut faire part faut faire preuve de pédagogie, mais à l'écrit. Et c'est hyper difficile. Bon, à l'oral aussi, mais c'est souvent moins dur que à l'écrit. Ce qui m'interpelle, du coup, c'est là, j'ai l'impression de comprendre en sous-texte que le public que vous visiez quand vous publiez, c'était des journaux d'épidémiologistes. Parce que vous auriez pu aussi faire le choix de publier dans des journaux de maths, non? Ouais, mais en journaux de maths, on nous aurait dit que la méthode, elle était pas assez novatrice. D'accord. Donc c'est là donc c'est toujours l'équilibre qui est difficile à trouver quand on fait des choses en donc après, il y a des journaux qui permettent un petit peu ça. Ça existe, des journaux qui sont il y a des journaux de maths, par exemple, qui mettent l'accent plutôt sur appliquer une méthode sur des nouvelles données, sur un nouveau problème. Donc ça existe. Voilà. Okay. Mais il y en a pas beaucoup, c'est pas si simple que ça. Donc et puis parfois voilà, là par exemple, on a vraiment cherché à répondre à un problème et en effet, la méthode en soi n'est pas spécifiquement nouvelle, mais par contre, c'est vraiment novateur pour la discipline et le fait de s'attaquer à ce problème-là est novateur. Donc ça reste novateur, mais voilà. Et donc en effet, parfois en maths, c'est assez difficile. Et pour le coup, dans la discipline dans laquelle on travaille, c'est un peu trop perturbant et du coup, on n'y arrive pas non plus. Donc c'est pas toujours facile. Il y a des codes différents. Par exemple, en épidémiologie et en médecine, dès que quelqu'un a touché de près ou de loin à l'article, on l'ajoute dans les co-auteurs. Du coup, ça fait des articles là. Beaucoup de personnes, ça peut être 8, 10, 12 personnes. Et en maths, en général, les papiers, ils sont écrits à 1, 2, 3 ou 4. Ça peut arriver un petit peu plus, mais souvent, c'est un peu dans ces trucs-là. Et j'ai déjà entendu dire, mais il a écrit un papier avec 10 personnes. Oui, mais c'est une autre discipline. Oui, et c'est pareil, nous, on écrit souvent, mais par ordre alphabétique. Alors, pas toujours, mais la plupart du temps. Alors que, par exemple, en médecine, le premier, c'est la personne qui a vraiment travaillé. C'est les petites mains du papier qui a tout fait. Et le dernier, c'est la personne qui a encadré. Donc, par exemple, pour un doctorant, c'est très important d'être premier. Pour la personne qui a encadré, qui veut passer son HDR, qui veut passer prof, c'est très important d'être premier. Et les gens qui sont au milieu,
plus on est au milieu, en général, c'est qu'on n'a pas forcément travaillé. Alors après, on peut pas mettre tout le monde l'un en dessous de l'autre, hein, donc c'est pas. Mais c'est que voilà, plus on va vers le milieu, en général, plus. Mais par exemple, quelqu'un qui a donné les données, mais qui a expliqué d'où venaient les données, comment on travaille, il est intégré au papier. En maths, en général, on le cite quelque part, on remercie, mais il est pas co-auteur. Ouais. Donc c'est ça aussi, c'est difficile. Et puis c'est pareil, souvent. Dans les papiers épidémiologiques, par exemple, on va pas noyer le papier avec exposer la méthode, donc c'est mis dans dans une annexe. Et donc on dit le papier il fait 6 pages. Oui, mais en fait non, si on prend la partie maths, il y a 20 pages d'annexe à côté. Ah oui, effectivement. Donc tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'éducation à faire dans la communauté parfois mathématique pour être sûr que c'est pas dévalorisé pour quelqu'un. Ouais. Donc ça, voilà, c'est pour ça que en tout cas ça me tenait un peu à cœur de parler de ça. Après, donc je disais que c'était une force. Voilà, quand je disais il faut connaître le risque, et donc par exemple si je prends l'Institut des actuaires avec ce groupe de travail anticipé en univers incertain, donc en fait on s'intéresse à tous ces nouveaux risques. Donc par exemple si je parle, voilà, on s'est intéressé par exemple à l'impact du changement climatique sur la mortalité. Et en fait, dans le groupe de travail, il y a des personnes donc, qui ont trouvé des mémoires d'actuariat ou des travaux actuariels où ils ont pris des modèles de mortalité très classiques en actuariat auxquels ils ont ajouté une variable climatique. Et moi, en fait, je regarde ce truc-là et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je leur ai dit, vous savez, il y a des épidémiologistes, ils font ça, enfin, c'est leur métier. Tous les épidémiologistes ne travaillent pas sur ça, mais il y a certains épidémiologistes qui travaillent sur l'impact du changement climatique sur la mortalité. Et ils ont probablement fait plein de choses super bien. Ils n'ont probablement pas répondu à tout, mais en fait, il faut peut-être qu'on aille regarder de ce côté-là. Ouais, bien sûr. Et en fait, on s'est dit, ah bah ouais, ça serait peut-être bien. Bon, et du coup, voilà, c'est important d'aller demander, soit aux gens déjà ce qu'ils ont déjà fait, mais en tout cas, la mortalité, c'est leur spécialité. Et donc, ils connaissent ce truc-là. Et c'est à eux qu'il faut aller demander comment ils ont fait. Et probablement, encore une fois, que eux peuvent nous dire, bah tiens, c'est bien que vous venez nous voir parce que nous, on a une difficulté à cet endroit-là. Je prends un autre exemple. Donc, quand je suis arrivée au LSTA, il y a le laboratoire de géologie qui a contacté le LSTA parce qu'ils avaient besoin d'un statisticien. Donc ça, on a rebasculé sur moi, je suis allée voir, et en fait, le but était de monter un projet pluridisciplinaire. Dans ce projet-là, donc j'étais la statisticienne, il y avait un numéricien, donc Jacques Sainte-Marie, que tu connais. Ah, d'accord. Il y avait 3 géologues sous-marins, parce que donc c'est pareil, j'ai appris que mais en fait c'est une évidence, mais sur le moment j'y ai même pas pensé. Il y a des géologues qui sont spécialisés dans les glissements, enfin dans ce qui se passe sous la mer, d'autres terrains, d'autres dans les séismes, d'autres dans les glissements de terrain, etc. En fait ça paraît d'une évidence puisque nous en maths on est bien spécialisés, donc je vois pas pourquoi ils le sauraient pas. Et il y avait aussi des géographes. Donc là on avait fac des sciences, fac des lettres réunies. Et donc, notamment, un truc qui nous a pris énormément de temps, et encore, je pense qu'on peut encore améliorer ça, c'est créer la base de données des glissements de terrain sous-marins. Donc le but, il y a un glissement de terrain sous-marin, ça déplace de l'eau, donc il y a une vague qui se déclenche, éventuellement une vague de type tsunami, qui arrive sur les côtes du Maroc, et ça inonde le Maroc. Enfin, les côtes du Maroc. Oui, parce que le Maroc, ce serait vraiment une très, ouais, très ça ferait vague. beaucoup, l'inondation quand même. Mais si on utilise la théorie des valeurs extrêmes, peut-être que... Mais du coup, en fait, chacun a son bout. Donc déjà, avec les géologues, construire la base de données, en fait, leur but, c'était... On a fait une espèce de grille sous-marine, là, en se disant, il y a des endroits, il y a eu des glissements de terrain, il y a des endroits, il n'y en a pas eu. Donc il y a des cases où il ne s'est rien passé, des cases où il s'est passé quelque chose. Est-ce que j'arrive à prédire, en fonction des caractéristiques de la case, est-ce qu'il va se passer un glissement de terrain ou non ? Première difficulté, faire comprendre, dialoguer avec les géologues pour dire à quel point il faut que les données soient mesurables avant le glissement de terrain. Parce que si c'est mesurable après, je risque pas de prédire ce qui va se passer. Oui. Donc la notion de temporalité, là, ça serait difficile. On travaille à des échelles en millions d'années, là, pas en années. Enfin, en années, mais c'est des millions. Donc tout ça, c'est compliqué. Le fait, encore une fois, si j'ai pas observé, je mets rien et pas un 0. Et en fait, quand j'ai dit il y a des cases où il s'est passé quelque chose, des cases où il s'est rien passé, en fait, il y a des cases où il s'est passé quelque chose. Déjà, je sais pas si c'est un seul glissement de terrain ou plusieurs.
Et quand il s'est rien passé, en fait, c'est pas il s'est rien passé, c'est en fait je ne sais pas. Parce que en fait, évidemment, ils plongent pas. Ils font des. Alors c'est pareil, ils ont des missions, ils font des campagnes en mer, etc. Donc ça, c'est. En fait, j'ai un peu découvert ça. C'est-à-dire quand je le dis, je me dis bah évidemment, il faut bien. Mais en fait, j'avais juste jamais réfléchi. Ouais. Donc tout ça c'est quand même déjà intéressant, mais et donc c'est pareil, je peux pas leur dire ah bah vous avez pas de données. En fait c'est hyper difficile pour eux de récupérer des données. Donc c'est pareil, les gens qui vont dire ouais vous avez appliqué un modèle mais en fait vous avez peu de données, bah oui mais en fait on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ça empêche pas de proposer une méthodologie, de dire voilà c'est pour ça que là par exemple les géologues ils me disaient donc on peut dire ça, on peut transposer les données à un autre endroit. Non, voilà ce qu'on a fait. Il faut quand même partir du principe que on a peu de données, donc on a une grande incertitude. Et ensuite, une fois qu'on sait que le glissement de terrain s'est produit, à quel point, donc c'est un volume qui se déplace, est-ce que je suis capable de prédire si ce volume-là peut être extrême ou non, donc dépasser par exemple un grand seuil. Donc ça, c'est la partie stat. Ensuite, derrière, les numériciens ont déjà fait des simulations pour pouvoir faire des scénarios de glissement de terrain. Ensuite, ils ont pu faire des scénarios de la vague qui va se propager, qui va arriver sur les côtes du Maroc. Et ensuite, les géographes arrivent en jeu parce que eux, ils ont fait l'étude du terrain des côtes. Et donc là, c'est vraiment. Donc j'ai par exemple co-signé un article qui est publié dans un journal de géographie. Je n'aurais jamais pensé faire ça. Et ça, on a besoin de cette pluridisciplinarité-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, voilà, je pense que c'est vraiment une richesse. Et c'est hyper intéressant. Si je pense au risque cyber, on va à la fois aller voir des informaticiens, des gens qui travaillent dans la cybersécurité, mais par exemple, il y a aussi la géo-intelligence qui va jouer dans ces trucs-là. De la les géo-intelligence. Bah oui, ça joue en fait, parce que puis par exemple, c'est très, le cyber est, enfin. Mais ça veut dire quoi, géo-intelligence? Bah non, mais par exemple, si on peut, il y a. Je peux, par exemple, donc il y a la guerre qui va rentrer beaucoup en jeu sur le cyber. D'accord. Les bateaux sont beaucoup impliqués. Le risque cyber, ça va aller toucher les objets connectés. Donc, en fait, il y a plein de choses. D'ailleurs, ça fait un peu peur. Hein. C'est ce que, donc par exemple là, dans le groupe de travail à l'Institut des actuaires, c'est un peu ce que je dis. Hein. C'est que il va falloir qu'on aille chercher des méthodes ailleurs. Mais on a un peu l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que déjà je disais avant comment je sais que tel modèle est le bon, mais si là je suis en train de me dire je vais aller chercher d'autres disciplines, ça commence à devenir un peu compliqué, mais en même temps voilà, après on commence là où on peut, et puis ça grossit au fur et à mesure tranquillement, et c'est aussi en commençant à travailler qu'on débloque des choses, mais par exemple si je prends l'intelligence artificielle, c'est utilisé partout. C'est un peu pareil, donc on est obligé d'aller... et moi, j'aime... c'est-à-dire, voilà, j'ai commencé à développer des connaissances, alors basiques, hein, mais dans différents domaines. C'est vrai que, par exemple, sur le risque cyber, moi, je clique jamais sur un lien, j'utilise quasiment, le moins possible, une clé USB dans des ordinateurs publics. J'ai des réflexes que j'aurais pas eu si j'avais pas travaillé avec des gens, parce qu'ils commencent à me faire peur un petit peu quand même. En épidémiologie, par exemple, en effet, je sais quand j'ai l'habitude d'aller regarder les données grippales qui sont publiques. Je sais que le virus de la grippe, il y a 3 souches, comment elles fonctionnent, etc. Je travaille. Tu veux dire que ça nourrit en fait tout simplement ta vie quotidienne également, c'est ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça qui c'est ça qui est ou par exemple sur tout ce qui est risque naturel avec le vent, alors c'est vrai, ça peut être un peu anxiogène, c'est-à-dire moi maintenant pendant les vacances il y avait j'étais dans un endroit vraiment en Espagne avec des champs un peu secs là, et au loin je vois une colonne de fumée noire et je me dis ça y est, on a un feu de forêt, et moi ça y est, je pars voilà, je me dis ça y est, ça va se propager, parce que tout le monde dit oh là là, mais moi c'est vraiment, je vois la propagation, c'est parti, je vois tout quoi. Oui. Bon, en fait c'était un truc sur l'autoroute, donc c'était pas sur le feu de forêt. Donc oui, ça peut être anxiogène. Moi maintenant voilà, je me dis il y a de la grêle, ça y est, ça va casser les carreaux, je vois un peu toutes les conséquences, mais
Mais c'est vrai que voilà, ça c'est très intéressant, ce côté on apprend plein de choses et ça, en effet, ça fait une culture qui est vraiment très agréable et sympa à voir. Ça nourrit les discussions dans les dîners parfois. Ouais, j'imagine, ouais. Et après, moi, ce que j'ai aimé, donc comme je disais, par exemple, ils ont monté une mineure sciences et données, intelligence artificielle pour les autres disciplines que les maths et l'informatique. Et déjà, moi, j'aime beaucoup. Et je prône ça à 400% parce qu'il faut... Enfin, ça va être du clic-bouton. C'est-à-dire, j'applique un modèle sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est quand même important, même dans d'autres disciplines, que les gens aient un peu des garde-fous. Parce que, en fait, concrètement, à des données, on peut faire dire ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment faire attention. Et il y a une partie, ça qui est très développée, côté aussi actuariat, éthique et déontologique. Et autant en maths, encore une fois, on n'est pas les décideurs. Alors, on doit avoir une partie éthique en général acquise parce qu'on est chercheur et qu'on a cette notion de je vais pas faire n'importe quoi, mais parce qu'on est matheux. Et je dis pas que les matheux sont les seuls avec de l'éthique, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, quand on utilise des modèles mathématiques, on est mathématicien, on est intéressé par la théorie du modèle. Oui. Donc, on fait un peu plus attention. Peut-être trop parfois d'ailleurs. Mais du coup, c'est simplement que si on n'a pas la connaissance, je peux pas forcément avoir ce côté éthique et déontologique. C'est pas que je cherche à magouiller, c'est que si j'ai pas suffisamment la connaissance, je peux juste pas faire attention. Donc je trouve ça très important et c'est très très bien qu'ils aient développé cette partie-là. Donc déjà, ça m'intéresse beaucoup de réfléchir comment faire. Mais surtout, c'est que du coup, je me retrouve à une table avec des responsables de master et de formation des autres disciplines. Soit c'est des chercheurs avec qui j'ai déjà interagi dans des trucs de recherche, soit éventuellement ça me donne le contact. Et oui, absolument. Et donc je trouve ça encore une fois vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec les différentes disciplines. Et puis ouais, parfois ça permet aussi même d'un point de vue super pratico-pratique en enseignement comment ils gèrent certains trucs. Et je trouve ça vraiment moi c'est ça que j'aime en fait dans ce métier-là, c'est le côté échange. Et du coup, je trouve qu'avec la pluridisciplinarité, ça se développe vraiment beaucoup. Oui, c'est porté encore à... C'est presque... Ça prend plusieurs dimensions, le mot échange, du fait de la pluridisciplinarité. Ouais, c'est ça. Et voilà, et après, on peut lancer des thèses en collaboration avec les différentes disciplines, etc. Mais là, c'est pareil, il y a encore un peu un travail à faire d'éducation, c'est que du coup la thèse on met des maths dedans, c'est une thèse en maths, il faut faire des maths, mais du coup il faut aussi se dire que le doctorant il apprend toute une autre discipline en fait, donc ça voilà. Et par exemple je travaille aussi en finance, donc c'est ça qui est... Donc si on balaye un peu le spectre des domaines où tu as appliqué tes maths, donc là tu as dit géologie, donc géologie, géographie, géographie c'est-à-dire il y a un article en géographie, mais j'ai surtout contribué à appliquer une méthode assez simple en fait, mais justement il y a eu tout ce dialogue de pédagogie, comment ça marche, et moi en plus j'ai beaucoup appris et ça va beaucoup me servir sur cette partie, faire des scénarios justement quand on n'aura plus de données. Donc géologie, géographie, cyber, sécheresse, donc risque naturel, inondation, finance, épidémie. Wow. Grippe, Covid. Donc, évidemment, dans mon intro, quand je disais, ce que j'aime bien dans ton profil, c'est que tu as été en contact avec des vrais gens. J'imaginais pas qu'il y en avait autant de vrais gens dans autant de disciplines. Et à chaque fois, c'est des interactions avec des personnes. Ouais, effectivement, c'est le mot que je ressors de tout ça, c'est richesse, à tous les points. Ça doit vraiment être... c'est ça que j'aime bien dans le métier. Je pense que de toute façon, c'est un métier riche et que si on veut, on peut utiliser cette richesse, quoi, ou en tout cas s'engouffrer dedans, quoi. Ouais. Et puis, comme tu dis, elle nourrit les deux côtés, quoi. Ouais. Elle enrichit. Enfin, ce qui est beau, c'est que les deux côtés ont à gagner. C'est super. Écoute, merci beaucoup d'avoir développé ce point. Je comprends complètement. Moi, c'est aussi une des raisons qui m'ont poussé plus vers les maths appliquées, parce que je trouve qu'il y a une vraie richesse à s'inspirer de ce que d'autres disciplines font ou à aller piocher des choses dedans. Donc merci beaucoup. C'était très intéressant ce que tu avais à apporter en complément, toi qui as en plus été vraiment en contact avec les gens du secteur. Écoute, on va passer à la partie recommandation. Donc, comme j'aime bien l'appeler, est-ce que tu as un peu de nourriture culturelle à proposer aux auditeurs et auditrices? Alors, du coup, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me demandais ce que je pourrais bien... En fait, je suis arrivée sur le livre que je recommande le plus souvent. Et en fait, le livre donc l'auteur c'est Stuart Coles. J'ai plus le titre précis, mais je le mettrai dans la description. Voilà, c'est une introduction à la théorie des valeurs extrêmes, mais d'un point de vue pratique. Donc,
En fait, c'est un livre donc, qui date de 2001 et qui va être, je crois qu'il y a une nouvelle édition qui va sortir bientôt. En fait, c'est un livre qui vraiment donne... donc, il y a la théorie, mais qui est... c'est-à-dire, il n'y a pas les preuves, il y a pas... parfois, il y a des mis à peu près égales, etc. Mais il y a les modèles propres qui sont vraiment écrits. Et comment on y vient, quelles sont les hypothèses, quand est-ce que j'ai le droit de l'appliquer, etc. Et il y a aussi des guides purement pratiques, comment je vais faire ça. Donc, c'est voilà comment je mets ça en forme. Et ensuite, il y a plein d'exemples différents. Et surtout, il y a un package qui est associé avec. Donc, il avait été un peu laissé tomber, mais il a été repris par des chercheurs côté théorie des valeurs extrêmes. Et du coup, il est vraiment maintenu à jour. Et donc, c'est super parce qu'on peut vraiment jouer soi-même avec l'exemple et voir comment ils ont appliqué ça, comment ils ont interprété, etc. Parce que c'est pas facile d'interpréter. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les étudiants, on les met sur des projets, ils me disent ça marche plus pareil. Là, c'est ça qui est bien, c'est que ça guide un petit peu sur comment eux ils ont interprété et il y a beaucoup d'exemples différents et donc j'aime bien le donner parce que en plus la théorie des valeurs extrêmes là en septembre j'ai donné un webinaire à l'Institut des Actières sur justement la statistique des extrêmes et son application. Les gens confondent beaucoup événements extrêmes, événements rares. Donc, les événements extrêmes sont des événements rares. Oui, même s'il y en a de plus en plus. Ils vont juste devenir de plus en plus rares et les extrêmes vont se décaler. Mais par contre, tout événement rare n'est pas un événement extrême. Et voilà, même dans des gens qui doivent connaître cette théorie-là, c'est souvent confondu, c'est souvent pas forcément très bien appliqué en pratique dans les autres disciplines, justement. Et donc... c'est pour ça que j'aime bien ce livre en fait parce que la partie maths, elle est très abordable et il y a plein d'exemples pratico-pratiques et donc ça permet de bien appréhender cette théorie. Ok, donc pour les gens des fois qui ont du mal à voir les liens entre les maths et la vie réelle. Voilà, après c'est des exemples, j'allais dire scolaires. C'est pas des, enfin voilà, mais ça peut être des hauteurs du niveau de la mer, ça peut être des précipitations. C'est bien, c'est des trucs vraiment pratiques, oui, quoi. Genre, c'est ça, c'est pas des données simulées. Ouais, ok. Ok. Bon, super. Et écoute, merci beaucoup. Donc, je mettrai dans la description de l'épisode le titre complet et le nom de l'auteur. Et moi, aujourd'hui, je vous recommande donc une BD. Donc, dans la collection DocuBD, je vous recommande la bande dessinée Les Audaces de Sophie Germain. J'avoue avoir découvert le principe de DocuBD à cette occasion. Donc là, dans ce volume, ça se traduit de la façon suivante. Il y a 3 pages de BD qui sont toujours suivies d'une double page de texte dédiée à un aspect précis qui vient d'être évoqué dans les planches précédentes. Et donc, dans cette double page, il y a souvent des photos de gravures, de tableaux, de statues, d'œuvres scientifiques et littéraires de l'époque, et puis un petit texte explicatif, quoi. Et donc, pour les auditeurs et auditrices fidèles, le nom de Sophie Germain ne vous est pas inconnu, puisque dans la saison précédente, je l'avais déjà évoqué quand j'avais recommandé le podcast de Sophie Germain Project, qui s'intéressait à la place des femmes en sciences. Donc, c'est pas surprenant que ce podcast ait été nommé ainsi, parce que Sophie Germain, c'est en fait une très grande mathématicienne du XVIIIe siècle, qui était extrêmement brillante. Elle a obtenu le Grand Prix des sciences mathématiques de l'Académie des sciences à une période, et ça faut le préciser, où les femmes n'avaient même pas le droit d'assister aux séances, à moins d'être l'épouse d'un des membres. Donc, c'est une des choses que j'ai découvert, justement, dans cette superbe BD, dont j'ai beaucoup apprécié les dessins et que j'ai trouvé vraiment passionnante à lire. Donc, elle est longtemps restée dans l'oubli. Et d'ailleurs, on découvre également comment son nom, son œuvre ont été réhabilités. Donc, ça se lit très vite, avec beaucoup de plaisir dans mon cas. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur cette grande femme scientifique, n'hésitez pas à vous procurer un tome. Ça s'appelle Les Audaces de Sophie Germain et c'est disponible aux éditions Petit à Petit. Voilà, et écoute, en tout cas, on va conclure. On arrive à la fin de l'émission, que je conclue donc toujours de la même façon. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Du coup, je pense que je vais répondre avec plusieurs échelles. Je pense que déjà, moi, mon enjeu là, cette année, c'est de soutenir mon habitation à diriger les recherches. Peut-être qu'au moment où le podcast sera public, ça sera déjà fait, ou pas loin. Un peu, vraiment en court terme quand même. Donc j'aimerais pouvoir avoir un poste de prof si j'arrive à en obtenir un, parce que c'est pas si simple que ça, il y en a pas beaucoup.
Et après, voilà, bon, il y a la partie sur l'ISUP, j'aimerais vraiment pouvoir amener l'ISUP d'un point A à un point B, continuer voilà, à développer un peu cette partie, justement, le côté un peu pluridisciplinaire qui existe déjà à l'ISUP, mais j'aimerais continuer à pousser ça. Et aussi avoir plus de liens entre... même avec d'autres écoles, par exemple, pouvoir faire... Il y a des liens, mais j'aimerais développer cette partie-là en ajoutant ce côté un peu pluridisciplinaire. Et après, si vraiment je vais sur un truc très utopique et ouais, ce côté pluridisciplinaire, etc., j'aimerais voilà, pousser cette partie-là et continuer à la soutenir. Parce que je pense que vraiment, il y a un avenir là et que, comme je disais, il y a un peu une éducation à faire et à continuer à voilà, promouvoir cette partie-là, parce que je pense que justement ce côté impact sociétal, il est là aussi en fait. Et ça veut pas dire que tout chercheur doit faire ça, mais ça veut dire que par exemple quelqu'un qui fait de la recherche pure et dure, théorique, sans se poser la question, est-ce que justement il peut pas se dire, ou en tout cas être prêt à dialoguer avec quelqu'un qui va se servir de ce qu'il a fait pour pouvoir l'adapter, peut-être refaire un peu de théorie parce que c'est pas adaptable tel quel. Et souvent, je trouve que ce dialogue-là même manque en fait. Donc que ça serait vraiment bien de continuer à soutenir le développement de la pluridisciplinarité. Ok, et écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup, Maud. Merci beaucoup. Et voilà, cet agréable moment en compagnie de Maud touche à sa fin. Je dois dire que j'ai été très impressionnée par la multiplicité des domaines auxquels Maud a contribué. Et cette remarque est liée au point que j'aimerais mettre en avant en cette fin d'épisode. Quand on parle des mathématiques, selon les personnes, les mots qui vont souvent revenir sont beauté, ou rigueur, ou encore outil. Mais une idée qui n'est pas forcément associée, et qui pourtant me semble primordiale, est impact sociétal. Si on le désire, et on voit bien que pour Maud par exemple, c'était un véritable moteur, on peut, grâce aux mathématiques, avoir un impact sociétal immédiat. Aider à la gestion d'une épidémie, à la gestion des conséquences du changement climatique, des nouvelles technologies et des risques cyber qu'elles entraînent. Bien sûr, toutes les mathématiques ne doivent pas être développées avec pour idée d'être appliquées à tel ou tel domaine. Ce serait absurde, voire contre-productif. On a des exemples de théories construites complètement dans l'abstraction, qui ont ensuite été les fondements nécessaires pour des applications pratiques. Mais je veux juste insister sur le fait que, parmi les jeunes générations, la quête de sens dans l'emploi est une question qui prend de plus en plus de place. Peut-être gagnerait-on donc à leur dire que, parmi plein d'autres choix, les mathématiques sont une possibilité à considérer pour avoir un réel impact sur notre société. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez aider le podcast, allez vous abonner à ma chaîne YouTube Tête à Tête Chercheuse. Ça vous prendra 10 secondes maximum top chrono, mais ça permettra à l'algorithme de mettre les vidéos de mes épisodes un peu plus en avant. Alors je compte sur vous et je vous remercie d'avance. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.